Le rôle du contradicteur, on m'a fait venir pour ça, parce que j'ai commis une note il y a 4 ans sur la place de l'hydrogène dans la transition énergétique, à France Stratégie, que vous avez peut-être eu l'occasion de lire. D'ailleurs, juste à titre anecdotique, quand j'avais écrit cette note, c'était au moment du débat sur la loi de transition énergétique, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la LTECV fait plus de 400 pages. Et donc ils avaient cherché le mot hydrogène dans les 400 pages et il n'y avait pas le mot hydrogène. Et ils se sont dépêchés de rajouter après ma note un article sur l'hydrogène. Et c'est ça qui a donné le lieu à l'appel d'offres dans les années 2016. Alors si vous voulez, moi depuis 2014, je n'ai pas tellement changé d'avis par rapport à ce que j'ai écrit, parce qu'il n'y a pas j'ai pas de nouvelles par rapport. Vous dites que le prix des électrolyseurs baisse, mais bon, comme c'est assez flou en fait la question des électrolyseurs, puisqu'il n'y a pas une production de masse, il n'y a pas vraiment de prix de marché, donc on ne sait pas exactement quelles sont les baisses de prix réelles. Alors sur l'avenir de l'hydrogène, la note n'est pas du tout pour dire qu'il n'y a pas d'avenir du tout à l'hydrogène. La question c'est de savoir si c'est une énergie d'aujourd'hui, ce que vous avez un petit peu tendance à dire, puisque vous dites qu'il y a déjà des solutions rentables. Est-ce que c'est une énergie de demain ou est-ce que c'est une énergie d'après-demain? Parce que bon, un jour, il faudra sûrement recourir aux synthétiques fuels, enfin aux fuels synthétiques, et là, effectivement, on sera obligé de passer par l'hydrogène. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'hydrogène a sa place? Voilà, c'est plutôt ça la question. Donc ce qui me froisse un peu, et d'ailleurs c'est ce qui a suscité immédiatement une réaction, c'est quand on a commencé à parler de chiffres et d'économie, si vous voulez, c'est qu'on mélange un petit peu allègrement ce qui est un tarif, ce qui est un prix de marché, et ce qui est un coût économique. Donc, à France Stratégie, on regarde le futur, et donc quand on regarde le futur, on regarde les coûts économiques, c'est-à-dire qu'on regarde des systèmes qui sont capables de vivre entièrement par eux-mêmes, c'est-à-dire financés, c'est-à-dire que si vous avez une civilisation hydrogène, il faut financer entièrement les électrolyseurs, le transport, le stockage, les usages par les piles à combustible ou d'autres, et tout ça doit être capable de vivre par lui-même. Sinon, alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on squatte l'électricité, enfin on est un peu passager clandestin à l'électricité, parce qu'on s'approprie les kilowattheures qui sont à coût très faible, ou à prix très faible sur le marché. Après, on va squatter les réseaux de gaz quand on fait du power to gas, parce qu'on dit les réseaux de gaz ils sont pas pleins, là ils se vident, donc le coût marginal d'utilisation est nul, donc on met de l'hydrogène dedans. Donc tout ça, d'accord, pour lancer, si vous voulez, pour lancer une filière, il n'y a pas de problème. Enfin, on peut trouver des moyens de subventionner une filière par un moyen ou par un autre. Mais il faut voir, est-ce que le système va vivre dans le futur complètement? Alors c'est pour ça que dans ma note, j'avais parlé d'un exemple que vous citez, qui est Myrte, en Corse, où Myrte, donc c'est un système dans lequel il y a des panneaux solaires et un système de production d'hydrogène avec des électrolyseurs et ensuite une pile à combustible. Et donc on transforme, en fait, on met une clôture autour et on transforme ça en centrale de dispatching. En centrale dispatchable, pardon. Vous avez un stockage d'hydrogène et on tire là-dessus comme si c'était une centrale dispatchable. Et quand on fait les calculs des coûts, on tombe sur des coûts sur des coûts vraiment ahurissants. C'est-à-dire plusieurs milliers d'euros le mégawattheure. Quand vous regardez Jupiter 1000, c'est pareil. Vous achetez quelque chose les coûts affichés, c'est 30 millions d'euros pour 1 mégawatt électrique, c'est-à-dire qu'après vous perdez les 50% de rendement, vous transformez ça en gaz, c'est-à-dire que vous dégradez, vous passez d'une énergie finale en énergie primaire quand même. On l'oublie un petit peu. Et donc, quand vous faites 30 millions d'euros, le coût de l'électricité n'a même plus d'importance, parce que vous êtes écrasé par le coût du capital. Donc, que vous ayez de l'électricité à 20 euros le mégawattheure ou à 100 euros, ça ne change quasiment rien. Donc, si vous voulez,
dans un calcul économique, il faut avoir des coûts qui sont, disons, un peu raisonnables dans le futur. Hein. On sait par exemple sur les prix de marché, aujourd'hui, alors ça c'est quelque chose sur lequel on a travaillé à France Stratégie, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez du marché d'export, le marché de l'électricité, alors le terme que je vais utiliser, c'est qu'il est en vrac. On a écrit là-dessus, hein, le système électrique, pas le système électrique, le secteur de l'électricité en Europe est complètement désorganisé parce qu'il y a des masses d'énergie renouvelable qui sont injectées à coût marginal nul et déjà rémunérées par le tarif d'achat, donc vous écroulez les prix. Donc après, vous n'avez pas accès à des prix normaux. Cet été, avec la remontée du prix du CO2 et l'absence de vent pendant la canicule, les prix sont montés à 60-70 euros le mégawattheure. Ça commence à inquiéter tout le monde. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui a investi l'an dernier en disant les prix sont à 20 euros et soudain l'été ils sont à 60 euros. Donc il faut quand même travailler dans la durée. Alors au niveau du véhicule, là je voudrais tempérer votre optimisme parce que, alors c'est en plus un rapport sur lequel je n'ai pas travaillé, qui vient de sortir à France Stratégie, qui est le panorama des politiques publiques en faveur des véhicules à très faible émission. Et je me suis fait communiquer les chiffres de production, de vente des véhicules à hydrogène dans le monde, dans tous les pays, et malheureusement, c'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites. Alors, même en Allemagne, il y a je vois 117 véhicules qui roulent aujourd'hui, et il y a eu un pic en 2015 à 77 véhicules. Bon, en France, il y a très peu de véhicules qui roulent. Moi, je n'ai pas ce chiffre-là, bon, je vous l'accorde, non, mais c'est bon. Au Japon, il y a eu un sommet, il y a eu une pointe en 2016 quand ils ont lancé leur programme à hydrogène. Et aux États-Unis, il y a eu une pointe en 2017 et ça retombe. En Allemagne, moi j'ai un communiqué de presse très récent, enfin 17 février 2018, de l'Agora Energiewende et de l'Agora Verkehrswende, qui sont deux organismes qui conseillent le gouvernement en matière de transition énergétique et qui sont des organismes plutôt écolos, enfin je dirais plutôt écolos. Et ils ont annoncé que le véhicule à fuel synthétique consommait en fait 5 fois plus d'énergie. C'est-à-dire que le ratio c'est 20% en fait. Hein. Une fois que vous passez l'électrolyse et ensuite vous repassez dans la PAC, eh ben, si vous utilisez directement ces kilowattheures dans un véhicule électrique, vous avez 5 fois plus d'énergie disponible de ce que vous tirez à la place. Donc ça a été annoncé et les Allemands ont décidé, enfin ils avaient un plan hydrogène et ils ont décidé d'arrêter et de passer au véhicule électrique. Et là, on est dans le sérieux, puisqu'on voit qu'ils montent des usines en Pologne, en Hongrie, en Thuringe, etc. Et là, ça se compte en milliards d'euros, si vous voulez. Donc, vous avez la concurrence avec le véhicule électrique, et je vois mal comment les États n'ont pas des capacités infinies à investir. Donc, l'hydrogène viendra un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas la technologie qui se développe. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'il y aura des questions peut-être dans le même sens. Passer la parole je vais essayer de répondre pour qu'il puisse engager un début de défense. Et nous passerons ensuite la parole à la salle. J'ai compté 5 questions. Du micro, est-ce qu'on vous entend? Je prends le micro. Ça marche? Donc rapidement, vous avez avancé un certain nombre de points. Oui, quand vous prenez les expériences MIRT, par exemple, qui a démarré en 2007, et comme je le disais dans mon exposé, on est parti sur des technologies qui étaient encore à 3 000, 4 000, 5 000 euros du kilowatt en électrolyse. Donc je comprends que votre analyse économique arrive à des chiffres explosifs. Voilà. Alors après, on fait quelques journées sur 8 et on se fait OCA, parce qu'on est partenaire de MIRT, et on arrive à réduire les coûts. Enfin, il faut être objectif. Quand on divise le CAPEX par 3 ou 4, clairement, on ne peut pas garder les mêmes coûts. Sinon, il y a un problème. Je reviens aussi sur la notion d'électricité. La notion d'électricité, effectivement, vous l'avez bien mentionné, l'hydrogène est un vecteur secondaire qui est issu, quand on veut le produire à partir des compositions d'eau, à partir de l'électricité. Donc il subit inévitablement les règles et les lois du marché de l'électricité. Pour les batteries, personne n'en parle. Mais quand on parle d'hydrogène, on en parle. Donc quelque part, j'entends bien qu'il y a des rendements additionnels qui sont marqués, et je l'ai signalé, et pénalisés par le rendement. Il faut qu'on reste, d'ailleurs dans votre note de 2016, c'est un des points sur lesquels vous insistiez en disant qu'il faut absolument favoriser la R&D. Et j'en suis bien d'accord, je travaille au
c'est là que je peux aller que dans le bon sens, puisqu'on y travaille tous les jours. Mais il y a des progrès qui sont faits. Après, quand vous parlez de la comparaison batterie, reportez-vous en 2006-2007 sur les batteries. Quel prix aviez-vous à l'époque? On aurait pu tenir le même débat et pas avoir de programme sur les batteries. Donc on a toujours, j'entends que les États ne sont pas argentés, etc. En même temps, il y a une stratégie. On a raté plein, en France, de cap. Hein, aujourd'hui, le solaire, c'est parti en Chine. Les batteries, c'est bien parti en Asie. Il va falloir se battre pour rester en France et en Europe. Le nucléaire, on a quand même développé une technologie américaine, même si on a la prétention d'être le fleuron international. J'ai bossé longtemps dans le nucléaire, donc je suis à l'aise pour le dire. Donc il faut quand même voir aussi à un moment qu'il faut savoir prendre les trains quand ils démarrent. Aujourd'hui, d'autres pays, et c'est la remarque de M. Oudi, dans d'autres pays, ça démarre. Donc eux développent des technologies. Alors peut-être qu'ils se trompent, peut-être que c'est à perdre et qu'eux ont de l'argent à gaspiller. S'ils ne se trompent pas et que dans 20 ans, le paysage il passe également par l'hydrogène, on achètera des technologies étrangères en France. C'est tout le pari qui est mené, de dire commençons par préparer l'avenir. Et donc là où je rejoins votre rapport, M. Becker, c'est qu'effectivement, il faut bien faire de la R&D pour préparer les bonnes données. Et les données, il faut qu'on les ait, il faut peut-être qu'on se les échange et qu'on voit si effectivement on peut trouver les groupes communs. Mais quelque part, les expérimentations qui sont dites aujourd'hui, elles sont justement pour savoir si ça a du sens ou pas. Donc essayons de les pousser un maximum. Là, il y a une première idée qui est d'essayer de déployer territorialement ces solutions-là pour accompagner le déploiement de la flotte de mobilité électrique à batterie, parce qu'on pense qu'il y a une bonne complémentarité entre les deux approches. Sur les batteries, on nous annonce, là je m'expose un peu parce que j'ai plein d'experts, y compris Lucien dans la salle, qui m'avance un peu, et quand on veut pousser le curseur à fond sur l'autonomie, sur la sécurité, sur le temps de recharge et compagnie, à un moment on rencontre des barrières physiques, et on ne sait pas faire. Donc il y a de la place pour tout le monde. Je le dis, 39 millions de véhicules en France aujourd'hui dans le parc, dont 7 millions de véhicules utilitaires. Les véhicules utilitaires, c'est des véhicules forte autonomie, usage intensif. La batterie, elle n'est pas, la Poste, on a un exemple, la Poste s'est tournée vers l'hydrogène en disant la batterie ne me convient pas tout le temps. Donc même s'il n'y a que 10% du parc automobile qui passe à l'hydrogène à terme, en 2050, il y aura ces 10%. Juste parce qu'il y a un aspect que vous avez juste évoqué au début, qui n'a pas été évoqué, c'est qu'il y a 1 million de tonnes d'hydrogène qui sont produits en France par vapeur de fromage. Hein, et que donc, les camions peuvent rouler au gaz, et puis peut-être que l'hydrogène produit par SMR, par vapeur au fromage, on peut peut-être le produire par électrolyse, ce serait déjà une première étape. C'est une des boîtes qui a regardé. Bien. Est-ce qu'il y a des questions?